Dans la moiteur tropicale d'une fin d'après-midi, Abidjan vibre de vie et de contraste. À la gare routière d'Adjamé, l'une des plus animées de la ville, Aïcha descend d'un autocar bondé, un sac serré contre elle. Autour d'elle, le brouhaha est incessant. Des vendeuses ambulantes éolent les voyageurs en proposant des bananes braisées et de l'eau glacée. Des apprentis gbaka crient les destinations des minibus et des taxis woro-woro klaxonnent pour se frayer un passage. La jeune femme essuie la sueur de son front d'un revers de main. La chaleur humide d'Abidjan, la perle des lagunes, la saisit aussitôt, mêlée aux senteurs d'épices et de gasoil. Le soleil rougeoie à l'horizon, plongeant la ville dans une lumière ocre, tandis qu'elle s'apprête à retrouver sa famille après de longues années d'éloignement. Aïcha, elle, un taxi jaune partagé qui file vers Yopougon, commune populaire et festive surnommée affectueusement Yop City. À travers la fenêtre, elle reconnaît les rues familières et bruyantes de la ville qu'elle a quittée autrefois. Le taxi traverse Adjamé et longe le plateau, le centre des affaires dont les immeubles élancés dominent la lagune ébriée. Au loin se dresse la silhouette moderne de la cathédrale Saint-Paul et les tours scintillantes du plateau qui contrastent avec les quartiers plus modestes. En passant le pont Oufoué-Boigny, Aïcha aperçoit le reflet du ciel sur la lagune et repense à son enfance passée ici avec sa sœur jumelle, Aya. Malgré l'excitation apparente de la ville, son cœur à elle est lourd et battant d'appréhension. Cela fait 5 ans qu'elle n'a pas vu Aya. À mesure que le taxi s'enfonce dans Yopougon, avec ses maquis à ciel ouvert et ses bars d'où s'échappent des rythmes de coupés décalés, Aïcha sent monter en elle un mélange complexe de nostalgie et d'amertume. Devant la petite maison familiale, située dans un dédale de rues sableuses de Yopougon, une silhouette familière attend. Aïcha paie le chauffeur et descend, son sac à la main. La porte s'ouvre brusquement sur Aya, sa jumelle, qui accourt en souriant. Les deux jeunes femmes se jettent dans les bras l'une de l'autre. Malgré les années, leur ressemblance est saisissante. Même visage ovale, mêmes yeux sombres et vifs, même fossette au menton. Seule leur coiffure les différencie. Aya arbore de fines tresses relevées en chignon élégant, tandis qu'Aïcha a les cheveux courts sous son foulard de voyage. « Ma sœur, tu m'as tellement manqué !» s'exclame Aya, les larmes aux yeux. Aïcha répond d'une voix qu'elle force à la gaieté. « Toi aussi, Aya. C'est bon de te revoir. » Elles s'étreignent longtemps sous le regard attendri de leur mère, qui apparaît à son tour sur le pas de la porte. À l'intérieur de la maison, la modestie du lieu est réchauffée par l'amour familial. La mère des jumelles, Mariam, a préparé un repas de fête pour célébrer ces retrouvailles inespérées. Un grand plat d'atiek et poisson avec du piment et des oignons émincés, comme elle l'aimait enfant. Autour de la table, Aïcha observe sa sœur jumelle rayonner de bonheur. Aya raconte avec enthousiasme les préparatifs de son mariage à venir. Elle montre à Aïcha la belle bague en or à son doigt et décrit son futur époux, Emmanuel, un jeune cadre travaillant au plateau. « Il est gentil et il a réussi dans la vie », explique Aya en rougissant légèrement. « Il m'a même trouvé un appartement à Cocody après le mariage. » Cocody ? Ce nom évoque instantanément, pour Aïcha, les quartiers chics et verdoyants où se côtoient Villa Cossu et ambassade. Aya va donc vivre dans ce luxe que peu de gens peuvent s'offrir. Aïcha sourit poliment et félicite sa sœur. Mais son regard se perd un instant sur les décorations du salon modeste. Un voile d'envie passe dans ses yeux sans que personne ne le remarque. Au fil de la soirée, Aïcha parle peu, préférant écouter. Elle apprend que depuis son départ, Aya a obtenu un bon poste d'infirmière dans une clinique privée de Marcory,
qu'elle y a rencontré Emmanuel lors d'une consultation et que tout s'est enchaîné très vite. « J'aurais tellement aimé que tu sois là plus tôt, Aïcha », dit doucement Aya en posant sa main sur la sienne. « Mais je comprends. Tu avais tes raisons de partir. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, pour mon grand jour. » Aïcha hoche la tête et presse la main de sa jumelle. Elle s'efforce de sourire, mais son cœur se serre. Elle repense aux circonstances de son propre départ précipité d'Abidjan il y a 5 ans. Des disputes familiales, son sentiment d'être toujours dans l'ombre d'Aya, et cette opportunité manquée d'études qu'elle n'a jamais pu rattraper. Pendant qu'Aya construisait sa vie, Aïcha a galéré, de petit boulot en petit boulot, dans une ville de province. La réussite flamboyante de sa sœur lui renvoie en pleine figure l'échec qu'elle ressent pour elle-même. Après le dîner, quelques voisines viennent saluer Aïcha, curieuses de revoir la jumelle prodigue revenue pour le mariage. On plaisante, on taquine. Alors Aïcha, et toi c'est pour quand le mari? Tu es plus âgée de 5 minutes, il faut rattraper ta petite sœur, hein? Lance Tanti Afoué, la voisine, avec un rire bon enfant. Ces mots piquent Aïcha au vif, même s'ils se veulent amicaux. Elle force un sourire crispé, tandis qu'Aya intervient gentiment. « Allons, laissez-la respirer, elle vient d'arriver. » L'ambiance est chaleureuse pour tous, sauf pour Aïcha qui sent une colère froide monter en elle. À ses yeux, tout le monde admire Aya, sa gentillesse, sa réussite, son futur bonheur. Et personne ne semble se soucier des épreuves qu'elle, Aïcha, a traversées loin de la maison. Plus tard dans la nuit, Aïcha sort s'asseoir seule sous l'auvent dans la petite cour, à l'écart des rires et des conversations. La brise nocturne apporte de loin les échos d'une musique de Souglou, provenant d'un maquis du quartier. Le ciel est étoilé au-dessus des toits de tôle. Aïcha ferme les yeux un instant. Malgré elle, des pensées sombres l'assaillent. Pourquoi le destin a-t-il tant souri à Aya et pas à moi? Son cœur déborde d'une jalousie qu'elle peine à contenir. Elle se souvient qu'enfant, leur grand-mère leur répétait souvent « 2 sœurs jumelles, c'est 2 moitiés d'une même gourde. Si l'une se brise, l'autre ne peut contenir l'eau seule. » On les exhortait à rester unis. Mais ce soir, Aïcha n'éprouve aucune union, seulement un sentiment d'injustice profond. Dans l'ombre vacillante des lampadaires de Yopougon, elle fait un vœu terrible. Elle aussi mérite ce bonheur, quitte à le voler. Les jours qui suivent s'écoulent dans l'effervescence des préparatifs du mariage. Aya, radieuse, entraîne Aïcha dans les ruelles colorées d'Adjamé pour acheter les dernières parures. Pagne traditionnelle pour la dot, bijoux et tissus pour les demoiselles d'honneur. Sous le soleil de midi, le grand marché grouille de monde. Les vendeuses rivalisent de cris pour vanter leurs pagnes bolées aux motifs éclatants ou leurs perles artisanales. Aya négocie gaiement les prix en ouchi avec une commerçante, amusée de retrouver les expressions de leur jeunesse. Aïcha l'observe, feignant le sourire. Chaque éclat de rire de sa sœur attise un peu plus le brassier de son amertume. Elle serre malgré elle le petit sachet de poudre sombre qui ne la quitte plus, dissimulé au fond de son sac. Cette poudre, Aïcha l'a obtenue avant de quitter sa ville d'exil, auprès d'une vieille guérisseuse dont les paroles lui reviennent en mémoire. « Si tu sèmes le mal, ne t'étonne pas de récolter le malheur. » Aïcha avait chassé cet avertissement d'un haussement d'épaule à l'époque. Désormais, déterminée par sa jalousie, elle n'éprouve aucun remords à l'idée d'en faire usage. Un soir, à quelques jours de la cérémonie, Aya propose à sa jumelle un moment entre sœurs pour ressouder leurs liens. « Allons boire un jus de gingembre au maquis du coin, comme avant !» suggère-t-elle avec son bel enthousiasme. Aïcha acquiesce avec une docilité apparente. Au fond d'elle,
Elle y voit surtout l'occasion qu'elle attendait. Les deux jeunes femmes s'installent dans un petit maquis du quartier, une gargote en plein air illuminée par des guirlandes électriques. Autour d'elle, des groupes d'amis partagent l'attiéké et du poulet braisé en riant bruyamment. Une chanson de Magic System passe en fond sonore, et Aya se déhanche sur sa chaise en chantonnant les paroles de Premier Gaou. Aïcha sourit mécaniquement à ces démonstrations de joie simple. Son moment est proche. Profitant d'un instant où Aya est distraite par une vieille connaissance venue la saluer, Aïcha sort discrètement le sachet de poudre de sa poche. C'est un poison foudroyant, lui avait assuré la guérisseuse, efficace en quelques minutes. La main légèrement tremblante, Aïcha verse le contenu dans le verre de jus de gingembre bien frais de sa sœur. Le liquide doré trouble un peu, mais dans l'éclairage tamisé, personne ne remarque rien. Quand Aya revient à la table, elle porte un large sourire. « Tu te souviens de Kofi d'à côté ? Il sera là au mariage aussi. » Aïcha hoche la tête, le cœur battant, et lève son propre verre. « À ta future vie, grande sœur. Petite sœur. Que du bonheur, dit-elle d'une voix faussement enjouée. Aya rit de la taquinerie et trinque, puis porte le verre à ses lèvres sans méfiance. Les secondes suivantes se diluent comme dans un cauchemar. Aya boit une longue gorgée, puis repose son verre en continuant à parler de la cérémonie à venir. Aïcha guette, le souffle coupé. Soudain, Aya fronce les sourcils et porte la main à sa gorge. « Aïcha, je ne me sens pas bien, » balbutie-t-elle. Son visage s'est assombri en un éclair. Elle tente de se lever, chancelle. Aïcha se précipite, feignant l'inquiétude. « Ça va ? Qu'est-ce que tu as ?» Mais sa sœur s'effondre déjà dans ses bras. La panique éclate dans le petit maquis. On accourt, on crie qu'elle s'évanouit. Mais sa sœur s'effondre déjà dans ses bras. La panique éclate dans le petit maquis. On accourt, on crie qu'elle s'évanouit. Aïcha joue son rôle à la perfection. Hurlant le prénom de sa sœur. « Aya! Aya! Réponds-moi » Cependant, elle sent sous ses doigts le corps de sa jumelle devenir mou, privé de vie. Le poisson agit vite, trop vite pour qu'aucun secours ne puisse y changer quoi que ce soit. Un attroupement se forme. Un serveur affolé propose de conduire Aya à l'hôpital. Aïcha, le cœur battant la chamade, improvise. « Elle est diabétique. Je crois qu'elle fait un malaise. Aidez-moi à la transporter. » C'est un mensonge éhonté. Mais dans la confusion, personne ne le remet en question. À deux, ils soulèvent Aya inconsciente jusqu'à la vieille voiture d'un voisin compatissant. Aïcha s'installe à l'arrière, tenant sa sœur souffrante dans ses bras. Son esprit tourbillonne, mais elle reste concentrée. Il faut éloigner le corps d'ici au plus vite et faire disparaître la dépouille avant que la nouvelle se répande. Plutôt que de les mener vers un hôpital de Yopougon, Aïcha guide le conducteur vers une fausse destination. Pas la polyclinique du coin, elle a une assurance dans une clinique privée à Cocody. Ce sera mieux, ment-elle avec aplomb. Inquiet mais docile, l'homme s'engage sur la route principale et accélère en direction de Cocody, traversant le pont à péage dans la nuit naissante. Le trajet semble durer une éternité à Aïcha, qui maintient la tête inerte d'Aya contre son épaule. Elle sent les derniers souffles de vie quitter sa jumelle. Des larmes coulent sur ses joues, mais est-ce le choc ou une once de regret? Elle les chasse d'un clignement de paupières. Ce n'est pas le moment de flancher. Arrivée à mi-chemin, profitant d'un moment où la route est sombre près des berges de la lagune, Aïcha prétexte une urgence. « Arrêtez-vous ici, vite !» crie-t-elle au chauffeur. Elle ne respire presque plus. Je crois qu'elle... L'homme affolé obtempère et gare sa voiture sur le bas-côté désert.
Aussitôt, Aïcha ouvre la portière arrière. Dans un élan de désespoir simulé, elle s'écrie « Aya, tiens bon !» Puis d'une voix brisée « Non, pitié !» Profitant de l'obscurité, elle glisse le corps sans vie de sa sœur hors du véhicule et le dépose au sol, feignant de la soutenir. L'homme sort pour aider, mais Aïcha se redresse. Je crois qu'elle a cessé de respirer, dit-elle d'une voix blanche. Le conducteur se penche, tâtonne et constate, bouleversé, que Dieu nous garde, elle est morte. Aïcha éclate en sanglots déchirants, jouant la comédie de la sœur anéantie. Son cri déchire la nuit, un hurlement de douleur feinte qui fait frissonner même le chauffeur inconnu. Profitant de sa stupeur, Aïcha murmure entre deux sanglots « Je ne peux pas la laisser. Je dois aller chercher de l'aide en amont. » Sans réfléchir, l'homme acquiesce. « Je vais prévenir la police. Vous, restez avec elle. » Et, pris de panique, il remonte en voiture et part en trombe vers on ne sait où, sans demander son reste. Aïcha se retrouve seule sur le bord de la route, à la lisière de la lagune, avec le corps inerte de sa jumelle étendu sur l'herbe humide. Un silence de mort règne soudain, seulement troublé par le clapotis de l'eau toute proche et le stridement des criquets dans la nuit. La lune se reflète sur la lagune ébriée, pendant qu'Aïcha traîne le corps de sa sœur vers les fourrés de la berge. Ses forces décuplées par l'adrénaline, elle pousse finalement le cadavre dans un recoin dissimulé entre des racines de palétuvier, là où la mangrove forme une ombre épaisse. Les mains trempées et couvertes de boue, le cœur battant à tout rompre, Aïcha contemple un instant le visage paisible d'Aya sous le clair de lune. Elle se ressemble tant, songe-t-elle avec un frisson. C'est comme si elle regardait son propre reflet sans vie. Un vertige la saisit. Durant une seconde, elle croit voir les paupières de la morte frémir. Apeurée, Aïcha recule. « Pardon !» souffle-t-elle dans un murmure presque inaudible, sans savoir si elle s'adresse à l'âme de sa sœur ou aux esprits de la nuit. Mais déjà, la détermination glaciale revient en elle. Tout ceci sera vain si je ne prends pas sa place maintenant. Rassemblant son courage, Aïcha tourne les talons et s'enfuit en courant vers la route. Dans sa fuite, une seule pensée l'anime. Désormais, elle sera Aya aux yeux de tous. Le bonheur volé de sa jumelle lui appartient. Le lendemain matin, la maisonnée s'éveille, sans se douter du drame de la nuit. Aux premières lueurs du jour, Aïcha est déjà rentrée discrètement à Yopougon, vêtue des habits d'Aya qu'elle a pris soin d'enfiler pour parfaire son rôle. Derrière la porte close de la chambre qu'elles auraient dû partager, elle tremble encore, les oreilles bourdonnantes. Sa jumelle est morte par sa main, et pourtant, la voici contrainte de sourire et d'agir comme si de rien n'était. En se regardant dans le petit miroir fendu au mur, Aïcha sursaute presque, le visage qui lui renvoie son regard hanté et celui d'Aya, tant elles sont identiques. Elle inspire profondément. « Tu peux le faire », se répète-t-elle. « Tu dois le faire, sinon tout est perdu. » Au petit déjeuner, Mariam, la mère, remarque l'air fatigué de Aya. « Ma chérie, tu as l'air éprouvée. Mal dormi ?» demande-t-elle, inquiète. Aïcha baisse pudiquement les yeux, dissimulant le trouble qui la secoue. « Oui, maman. La nervosité à l'approche du mariage, sans doute. Je me sens un peu barbouillée ce matin. » Elle s'efforce d'imiter la voix douce de sa sœur, de sourire comme elle. La mère sourit avec tendresse. « C'est normal d'être stressée, ma fille. Bois un peu de thé au gingembre, ça va passer. » Aïcha acquiesce et porte la tasse à ses lèvres pour cacher l'angoisse qui tord sa bouche. Elle joue à être Aya, et cela la remplit d'un sentiment étrange.
un mélange d'euphorie d'avoir trompé tout le monde et de terreur absolue d'être découverte. Au fil de la journée, Aïcha s'exerce à reproduire les manières et les habitudes de sa sœur. Elle redoute particulièrement l'épreuve de rencontrer Emmanuel, le fiancé, qui doit passer les voir dans l'après-midi. Chaque minute qui passe, son cœur cogne comme un tam-tam. Par moments, ses pensées vagabondent vers la lagune, là où le corps d'Aya demeure caché. Elle revoit mentalement la scène et secoue la tête pour chasser ces images. Ce n'est pas le moment de flancher. Pourtant, alors qu'elle aide sa mère à plier le linge du trousseau de mariage, Aïcha a un bref vertige. Il lui a semblé voir une silhouette passer devant la fenêtre. Elle relève brusquement la tête. Personne. Juste un linge blanc qui flotte sur le fil à cause de la brise. Aïcha déglutit. La culpabilité lui jouerait-elle déjà des tours? En fin d'après-midi, Emmanuel arrive enfin, apportant avec lui des cadeaux et un large sourire. Lorsqu'il entre dans le salon, Aïcha prend sur elle de l'accueillir, le cœur au bord des lèvres. « Bonjour chérie !» lance-t-elle en se levant pour l'embrasser, comme elle a vu Aya le faire auparavant. Emmanuel l'enlace tendrement. Aïcha se fige un bref instant dans ses bras robustes. Ce contact nouveau la trouble. Mais elle se reprend vite. Elle lui rend son étreinte en dissimulant son malaise. Il ne se doute de rien et l'embrasse avec amour. La mère les laisse converser en futurs mariés, filant à la cuisine préparer du bissap frais pour fêter l'arrivée du gendre. Emmanuel contemple sa fiancée et fronce légèrement les sourcils. « Tu es toute pâle, Aya. Tu te sens bien ?» demande-t-il en caressant sa joue. Aïcha force un sourire rassurant. « Oh oui, ne t'en fais pas. Juste la fatigue des préparatifs. » Il hoche la tête et commence à lui parler du programme du mariage, de la famille qui arrive bientôt de l'étranger. Aïcha l'écoute distraitement, acquiesçant quand il le faut. Elle tente d'adopter les réponses que Aya aurait données, jonglant avec les souvenirs des confidences de sa sœur. Tout semble se passer correctement. Mais soudain, Emmanuel lui pose une question précise. « Au fait, as-tu retrouvé le vieux pendentif de ton père que tu voulais porter à la cérémonie? Tu sais, celui avec ton prénom gravé ?» Aïcha reste un instant interdite. Un pendentif? Son esprit s'affole. Elle ignore de quoi il s'agit. Elle voit dans les yeux d'Emmanuel une attente. « Pas encore ?» bafouille-t-elle. « Je crois l'avoir laissé chez ma tante. Je vérifierai. » Emmanuel semble surpris de cette réponse évasive, car Aya ne laissait jamais rien au hasard. Il la couve d'un regard doux. « D'accord. N'oublie pas, tu y tenais tant. » Aïcha opine, le cœur battant. Un premier faux pas. Elle réalise qu'endosser la vie de sa sœur ne sera pas chose aisée. Tant de détails pourraient la trahir. La soirée venue, après le départ d'Emmanuel, Aïcha s'effondre d'épuisement sur le lit. Elle a survécu à cette journée mensonge, mais à quel prix? Ses nerfs sont à vif. Dans la pénombre de la chambre, ses yeux restent obstinément ouverts. Le silence nocturne pèse lourd sur sa conscience. Tout à coup, un grincement la fait sursauter. La porte de la chambre bouge. Non, c'est la fenêtre qui s'est entr'ouverte sous un coup de vent. Aïcha se lève pour la fermer. Au même instant, un souffle frais balaie la pièce et fait danser la flamme de la bougie. Dans ce miroitement de lumière, Aïcha croit discerner une ombre dans le miroir sur la commode. C'est le reflet d'Aya, debout derrière elle. Aïcha étouffe un cri et se retourne d'un bond, le cœur affolé. Il n'y a rien, juste les ténèbres et les meubles familiers. Le miroir ne renvoie plus que son propre visage paniqué. Elle porte une main tremblante à son front moite. Ce n'est que mon imagination.
se répète-t-elle en fermant les yeux. Pourtant, en rouvrant les paupières, elle voit briller sur la commode un objet qui n'y était pas quelques instants plus tôt. Un petit pendentif en argent, ancien et terni, sur une chaîne cassée. Aïcha le reconnaît maintenant. C'est le pendentif gravé au nom d'Aya, hérité de leur père décédé, celui dont Emmanuel parlait. Or, elle aurait juré ne l'avoir jamais vu dans les affaires de sa sœur. Et comment serait-il apparu là, subitement? La gorge nouée, Aïcha avance une main hésitante vers le bijou. Le métal est froid au toucher. Soudain, le pendentif lui glisse des doigts tout seul et tombe au sol dans un léger tintement. Ce frôlement minime la fait sursauter comme un coup de tonnerre. Aïcha recule vivement, prise d'une peur irrationnelle. Quelque chose cloche. Ce bijou semble la narguer, comme si sa sœur envoyait un signe de l'au-delà. Aïcha secoue la tête, ramasse le pendentif et le fourre dans une boîte qu'elle referme brutalement. Son cœur bat à tout rompre. Elle essaie de se raisonner. La fatigue lui fait voir des coïncidences là où il n'y en a pas. Mais son âme, elle, sait la vérité. Rien ne restera impuni. Cette nuit-là, Aïcha dort d'un sommeil tourmenté, peuplé de cauchemars. Elle voit Aya en robe de mariée, le visage voilé, l'appeler d'une voix lointaine. Dans son rêve, elle poursuit sa sœur à travers les ruelles d'Abidjan, plongée dans la pénombre, mais jamais ne parvient à la rattraper. Aya disparaît au coin d'une rue, et lorsqu'Aïcha s'y engouffre à sa suite, ce n'est plus Yopougon qui l'entoure, mais les rives brumeuses de la lagune. Les eaux noires miroitent d'un éclat sinistre. Soudain, la main glacée d'un cadavre saisit la cheville d'Aïcha depuis l'eau et l'attire vers le fond. Elle hurle et se réveille en nage, suffocant, la gorge nouée par un sanglot. Le grand jour est enfin arrivé. Abidjan s'est éveillé sous un ciel radieux, comme un présage de fête. Dans la petite maison familiale de Yopougon, on s'affaire dès l'aube. Les femmes du quartier viennent aider à habiller la mariée, à coiffer, à maquiller. Aïcha, dans le rôle d'Aya la mariée, se laisse faire en silence, en proie à un étrange mélange d'excitation et d'effroi. On ajuste sur elle la somptueuse robe blanche en dentelle que sa sœur avait choisie. On fixe un léger voile sur ses tresses élaborées la veille. Dans le miroir, l'illusion est parfaite. Elle a vraiment l'air d'une princesse prête à dire oui, le sourire crispé en plus. Autour d'elle, les bavardages vont bon train. Personne ne remarque sa pâleur sous le phare, ni le léger tremblement de ses mains gantées. La mère, émue aux larmes, dépose un baiser sur son front. « Que Dieu te bénisse, ma fille. Ton père serait si fier de toi aujourd'hui, » murmure-t-elle en arrangeant un pli de sa robe. Ces mots transpercent Aïcha. Elle détourne le regard pour dissimuler ses yeux brillants, de culpabilité plus que d'émotion. Le cortège nuptial s'élance bientôt vers l'église. La cérémonie doit avoir lieu en l'église Sainte-Thérèse, à Treichville, choisie car centrale pour toute la famille. Dans la voiture fleurie qui la conduit, Aïcha sent son cœur tambouriner. Emmanuel, dans un élégant costume bleu nuit, lui tient la main avec amour, croyant avoir affaire à sa chère Aya, angoissée par l'événement. Il lui chuchote à l'oreille. « Tout va bien se passer, mon amour, je suis là. » Aïcha lui adresse un faible sourire et serre sa main en retour. Par la fenêtre du véhicule, elle aperçoit les quartiers qui défilent. Le pont de Gaulle enjambant la lagune, les avenues s'animer de Treichville avec leurs magasins colorés et la foule du samedi matin. Chaque repère urbain lui paraît soudain étrange, comme si le monde était devenu irréel. À l'église, la foule des invités est déjà rassemblée. On reconnaît la tante Aminata, venue de Boaké, des collègues d'Emmanuel en tenue élégante,
des voisins et amis de la famille. Tous attendent de pied ferme l'arrivée de la mariée. Quand la voiture blanche décorée de rubans se gare devant le parvis, un murmure admiratif parcourt l'assemblée. « La voilà! Qu'elle est belle !» Aïcha descend de la voiture, le voile rabattu sur le visage. Son cœur manque un battement en apercevant parmi la foule un détail incongru. Une silhouette féminine, en pagne traditionnelle, pieds nus, debout un peu à l'écart. Cette personne a la tête baissée, un foulard blanc couvrant partiellement ses traits. Pendant une fraction de seconde, Aïcha croit reconnaître. Non, impossible. Elle se ressaisit et avance au bras de sa mère vers l'entrée de l'église, tandis que la chorale entonne un cantique de mariage. Emmanuel l'attend déjà devant l'autel, rayonnant de bonheur. La cérémonie débute sous les voûtes ornées de Sainte Thérèse. La musique sacrée, les murmures recueillis, la lumière colorée des vitraux, tout concourt à la solennité du moment. Aïcha, aux côtés d'Emmanuel, écoute d'une oreille lointaine le prêtre parler d'amour, de fidélité et de vérité. Vérité. Ce mot la fait frémir sous son voile. Elle serre le bouquet de mariée entre ses doigts, engourdie. Lorsqu'arrive l'échange des consentements, sa tête tourne légèrement. Emmanuel, la regardant dans les yeux, déclare d'une voix claire : « Moi, Emmanuel, je te prends pour épouse, Aya, et je promets de t'aimer et de te chérir. » Aïcha l'entend à peine tant le sang bat à ses tempes. Puis vient son tour. Le prêtre la fixe avec bienveillance. « Aya, voulez-vous prendre pour époux Emmanuel ici présent ?» Aïcha ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort d'abord. Une vague de panique la submerge. C'est le moment de sceller définitivement sa duperie par un oui décisif. Elle déglutit, tout sotte. « Oui », parvient-elle à articuler faiblement. « Oui, je le veux. » Sa voix lui semble étrangère, comme étouffée par le poids du mensonge. Le prêtre sourit et les invite à échanger les anneaux. Emmanuel présente la bague au doigt de sa fiancée. Aïcha tend la main. Au moment précis où l'anneau glisse sur son annulaire, une brise glacée traverse l'église, inattendue en cette journée chaude. Les bougies vacillent. L'assemblée frissonne et quelques personnes échangent des regards surpris, surris. Soudain, un cri retentit au fond de l'église. « Non! Ce mariage ne doit pas avoir lieu !» Toutes les têtes se tournent vers l'origine de la clameur. Aïcha écarquille les yeux de stupeur en reconnaissant la silhouette entrevue plus tôt. C'est une femme en pagne, débraillée, les cheveux en bataille. On dirait Aya. Un brouhaha choqué s'élève. La mère des jumelles porte la main à sa bouche, blanche comme un linge. Emmanuel regarde alternativement la femme qui crie et sa mariée à ses côtés sans comprendre. Le prêtre hésite, décontenancé. Aïcha sent son sang se glacer. Ce n'est pas possible, balbutie-t-elle en reculant d'un pas. La femme s'avance dans l'allée centrale. Son visage apparaît sous la lumière crue de midi filtrant par la porte ouverte. Elle ressemble trait pour trait à Aya, malgré le voile de mort qui ternit ses traits. Ses yeux fixent Aïcha avec une intensité accusatrice. « Je suis Aya », proclame l'apparition d'une voix étrangement profonde qui résonne contre les piliers de l'église. « Et cette femme n'est pas moi !» Un silence de plomb s'abat, suivi d'un tumulte. Les invités sont sidérés. Que dit-elle ? De Saya ? Qu'est-ce que... murmurent certains. Aïcha sent ses jambes flancher. C'est impossible, Aya est morte. Est-ce un esprit venu la hanter ou a-t-elle échoué à tuer sa sœur pour de bon ? Son esprit vacille devant cette manifestation incompréhensible. Emmanuel lâche la main de sa femme et fait un pas vers l'inconnu. « Aya » souffle-t-il,
bouleversée par la ressemblance. Pris de panique, Aïcha agrippe son voile et le relève d'un coup, découvrant son visage. « Ne l'écoutez pas !» s'écrie-t-elle d'une voix aiguë. « Je suis Aya, c'est une impostrice, sûrement une folle. » Elle cherche l'approbation dans l'assemblée, mais tout le monde est trop confus pour réagir. L'apparition, car nul n'ose encore croire qu'il s'agit du véritable spectre d'Aya, s'avance toujours. Chaque pas qu'elle fait semble éteindre les bougies autour d'elle, comme si l'air se refroidissait sur son passage. On jurerait voir la trace humide de ses pieds nus sur le sol de l'église. Aïcha recule, terrorisée, jusqu'à frôler l'autel. « Tu as pris ma place, Aïcha ?» dit la voix de la femme, plus proche maintenant. Seule Aïcha et quelques familiers comprennent qu'elle vient de l'appeler par son nom véritable. Un frisson collectif parcourt l'assistance. La mère se lève, chancelante. « Aïcha ?» Mais Aïcha est... Elle ne termine pas sa phrase, pétrifiée par l'implication. La mariée serait Aïcha et non Aya. Le prêtre tente de garder son calme et s'interpose, levant une main apaisante. « Que se passe-t-il ici ? Qui êtes-vous, madame ?» La femme pose sur lui un regard triste et doux. « Mon père, pardonnez-la. Pardonnez-nous » murmure-t-elle avant de pointer un doigt accusateur vers la fausse mariée. « Cette femme est ma sœur jumelle. Elle m'a tuée pour prendre ma place aujourd'hui. » Ces mots terribles éclatent dans l'église comme une bombe. Un tonnerre d'exclamations et de cris s'ensuit. Emmanuel se tourne brusquement vers Aïcha, encore figée près de l'autel. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix tremble de colère et d'incompréhension. Aïcha ne trouve pas d'air pour parler. La vérité brute l'a rattrapée en plein vol. Elle secoue frénétiquement la tête, les yeux fous, cherchant une échappatoire. « C'est faux !»« Ce n'est pas possible !» hurle-t-elle finalement. Elle voudrait s'élancer vers le fantôme, car elle sait au fond d'elle qu'il ne peut s'agir que de cela, et le faire taire, mais ses pieds restent cloués au sol. L'apparition s'approche désormais tout près d'elle. Aïcha peut distinguer les gouttes d'eau qui perlent sur la peau terreuse de sa sœur défunte, comme si elle sortait de la lagune à l'instant. Une odeur légèrement saumâtre l'enveloppe. Aya, ou ce qu'il en reste, penche la tête, contemplant Aïcha avec une infinie tristesse mêlée de reproches. « Ma sœur, pourquoi ?» souffle-t-elle de cette voix venue d'ailleurs que seuls les plus proches entendent. Aïcha éclate alors en sanglots hystériques. Toute sa raison s'effondre face à l'apparition inexorable de sa victime. « Pardon, pardon, Aya !» gémit-elle, tremblante, tendant les mains vers le spectre comme pour le supplier. L'assemblée retient son souffle, glacée par cette scène surnaturelle et tragique. Emmanuel regarde celle qu'il croyait aimer, horrifié de comprendre peu à peu la supercherie. La mère s'évanouit dans les bras d'une parente. Plusieurs invités se signent, invoquant Dieu et les ancêtres face à ce qu'ils pensent être un démon ou un esprit frappeur. Alors, devant tous, Aïcha confesse son crime, brisée. « Oui, c'est moi, Aïcha. J'ai empoisonné Aya par jalousie. Je voulais sa vie, je ne supportais plus d'être son ombre. » Ces mots se déversent dans un flot de larmes incontrôlées, écoutées dans un silence terrifié. Le visage d'Emmanuel se décompose à chaque aveu. Le prêtre recule en faisant un signe de croix, comprenant la gravité de la situation. Aïcha tombe à genoux, agrippant le bas de la robe d'apparition de sa sœur. « Pardon, pardon », répète-t-elle inlassablement, le visage inondé de larmes et de maquillage coulé. Mais la silhouette d'Aya commence déjà à s'évanouir, comme emportée par un vent invisible. Avant de disparaître complètement,
l'esprit de la jumelle trahie laisse échapper une dernière phrase, un avertissement qui résonne étrangement fort sous la nef. Djibé est mieux que Dra. La vérité finit toujours par éclater. Puis elle se dissipe, ne laissant derrière elle qu'un léger souffle d'air froid et le pendentif d'argent d'Aya tombé au sol, bien en vue. Aïcha, hébétée, fixe le vide où se tenait l'ombre de sa sœur un instant plus tôt. Le fantôme a disparu, mais son dévoilement a scellé son sort à elle. La suite se déroule comme dans un mauvais rêve. Des murmures horrifiés s'élèvent, puis la colère gronde parmi les proches. Les oncles d'Aya s'avancent en invectivant Aïcha. Des invités pleurent de choc. Emmanuel, le visage ravagé, ramasse lentement le pendentif et le serre dans sa paume, comprenant qu'il s'agissait d'un signe de la véritable Aya. Il toise Aïcha avec une douleur infinie avant de s'éloigner, comme si sa simple vue lui était insupportable. Personne ne songe plus à finir la cérémonie. Au milieu de l'allée, Aïcha reste prostrée, toujours en robe de mariée immaculée. Mais désormais, tout le monde voit en elle le monstre qu'elle est devenue. Quand la police arrive, quelqu'un a dû alerter les forces de l'ordre dans la confusion. Aïcha ne résiste pas. 2 agents l'entraînent hors de l'église, menottent au poignet, sous les regards tantôt courroucés, tantôt effrayés des invités. Dehors, le ciel radieux du matin s'est couvert de lourds nuages gris sans prévenir. Et un tonnerre lointain gronde au-dessus de la lagune. La justice des hommes va suivre la justice des esprits. Aïcha, le regard perdu, monte dans la voiture de police. Elle sait que le corps caché de sa sœur sera retrouvé là où elle l'a laissé, guidant les autorités vers la preuve de son crime odieux. Sa supercherie, qui semblait parfaite, s'est écroulée en un instant surnaturel. Morale de cette histoire est que la vérité finit toujours par triompher. Car Djibé est mieux que Dra. Mieux vaut la vérité que le mensonge couvert. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de nous dire en commentaire ce que tu penses de Djibé est mieux que Dra.